Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du lundi 17 mars. Aujourd'hui, l'homme d'affaires Pierre Lassonde fait un don de 50 millions à Polytechnique Montréal. Trump qui veut faire taire les juges, les médias et affirme que les États-Unis sont attaqués par des terroristes étrangers. Le nouveau premier ministre Mike Carney qui rencontre François Legault quitte pour l'Europe et se prépare à déclencher des élections. Les Québécois qui ont de moins en moins accès au système de santé. Pierre Lassonde a fait fortune dans les mines d'or. Il annonce un don de 50 millions, c'est pas rien, à Polytechnique Montréal pour soutenir la recherche, pour créer des modèles, des technologies, des outils qui vont vraiment changer nos vies. Ce n'est pas d'ailleurs son premier don, en plus de Polytechnique. Il est, entre autres, associé au Musée national des beaux-arts. Son geste montre quand même que le Québec Inc. atteint un niveau de maturité qui permet enfin de voir de plus en plus de dons substantiels aux institutions francophones. Dans une entrevue à la presse, il était aussi, à Tout le monde en parle, hier soir, M. Lassonde dit qu'il ne met pas de l'argent dans le béton, dans les immeubles, mais il veut soutenir ce qu'on appelle la recherche fondamentale afin de créer des innovations de rupture. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'une innovation de rupture? Essentiellement, ce sont de nouvelles technologies qui sont plus simples, plus accessibles et probablement moins dispendieuses et qui ont un impact réel dans nos vies. On peut penser à l'intelligence artificielle, mais il y a plein d'autres produits comme ça qui peuvent être développés. Et je retiens, au-delà du don, les propos qu'il a tenus dans la presse. Il dit l'argent, dans le fond, puis il en a fait pas mal, on s'entend, là. L'argent, ça ne vaut rien. C'est ce qu'on fait avec qui compte. On peut le dépenser, mais le plaisir dure une journée, une semaine peut-être. De faire des réalisations qui vont durer dans le temps et qui vont servir, c'est drôlement plus gratifiant. D'ailleurs, à Montréal, il faut se le dire, il y a des chercheurs brillants, des équipes qui travaillent sans relâche pour innover en médecine, c'est sûr, en sciences, puis dans un paquet de domaines. Je vous donne un exemple. C'est le docteur Denis-Claude Roy, qui est hématologue à Maisonneuve-Rosemont. C'est vraiment un des meilleurs au monde. C'est une sommité internationale. Il est ici, à Montréal, et développe de nouvelles thérapies cellulaires, trouve des traitements inédits. Je fais deux constats. Le premier, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas assez. C'est pas le genre de nouvelles qui fait la manchette. Et malheureusement, comme d'autres, il doit tout le temps se battre pour obtenir du financement. Parlons météo parce qu'on a battu des records de chaleur en fin de semaine. C'est absolument incroyable. On pensait que le printemps était déjà arrivé. Alors, quelques chiffres pour vous dire qu'à Montréal, le maximum a été atteint samedi à 17 degrés. On vient de battre un record qui était établi en 1913, qui est devenu la nouvelle référence. Rappelons-nous les tempêtes du mois de février. Le mercure qui a touché presque 20 degrés à Beauceville, Gatineau 15 degrés. On s'est retrouvé également avec des températures pratiquement de 17-18 degrés dans beaucoup de régions du Québec. Évidemment, les températures ont chuté, la pluie est arrivée, on va se stabiliser dans les prochains jours. Je note également en Europe des températures yo-yo absolument incroyables. En Grèce, on a atteint 31 degrés. 31 degrés pour un mois de mars, c'est impensable. Mais ça a duré que quelques moments puisque les températures ont baissé. Puis là, c'est la neige qui est au menu de la Grèce. Quand on parle de ces phénomènes météo assez extrêmes, ben, vous en avez là un exemple. Et puis aux États-Unis, on a eu des tornades, des tempêtes de poussière également qui ont balayé le Midwest, le sud des États-Unis. Au moins 40 personnes ont perdu la vie. Et le mauvais temps, le système s'est déplacé vers la côte est américaine. Ça devrait se calmer dans les prochaines heures. Maintenant, les tarifs, la guerre économique et notre ami Donald. Bon, le roi jongle avec essentiellement deux balles. Les tarifs et les institutions, c'est-à-dire police, les tribunaux, puis on va ajouter les médias pour les besoins de la discussion. Alors, l'objectif, toujours le même chez le roi, créer le chaos pour pouvoir gagner. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est d'abord la confusion qui règne à la frontière concernant l'application des tarifs. Mike Carney n'a pas encore parlé à Trump.
L'achat canadien, l'achat québécois, c'est plus vrai que jamais. Et Trump qui installe tout doucement un système autoritaire, une forme de dictature subtile qui menace la démocratie. Donc, sur le plan des tarifs, la guerre commerciale, c'est complexe parce que quand vous décidez d'imposer des tarifs, vous changez les façons de faire qui sont implantées depuis longtemps. La presse nous dit ce matin que chez les courtiers en douane là, qui gèrent l'application des tarifs, c'est le bordel, c'est la confusion. Et là, on vous donne des exemples. Pour une simple fenêtre, ils doivent calculer le droit de douane qui s'applique aux produits, s'il contient de l'acier ou encore de l'aluminium. Et là, il y a quand même d'autres matériaux qui sont inclus. Alors, par exemple, une fenêtre qui vaut 500 $, si elle a 50 $ d'aluminium, on doit ajouter, selon la nouvelle grille, 12,50 $ pour ce qui est des tarifs, des droits. Et là, ça peut devenir encore plus complexe s'il y a d'autres produits dérivés. Alors, c'est un casse-tête parce que les règles changent et ne sont pas très souples. Le Journal de Montréal a fait une expérience, envoyé une journaliste aux États-Unis, dans l'État de New York, pas loin, faire l'épicerie. Et souvent, on a vu les Québécois se rendre aux États-Unis en disant « c'est fantastique, c'est moins cher, puis il y a du volume, puis il y a du choix ». Là, la situation a énormément changé. Le taux de change, c'est un coup de poing dans le portefeuille, premièrement. Et en plus, les douaniers serrent la vis. Alors, l'exemple qui est donné, achat à Plattsburgh, un panier d'épicerie qui a coûté 478 $ canadiens. Donc, quand vous revenez, puis dans ce panier d'épicerie, là, vous avez les œufs à presque 20 $ la douzaine, du papier de toilette, bref, ce qu'on achète normalement au supermarché. Quand vous sortez pour un petit voyage aux États-Unis, pour moins de 24 heures, vous n'avez pas droit à des exemptions. Sauf que dans les faits, les douaniers, pas tous, pas tout le temps, se montraient quand même assez ouverts. Mais depuis le 3 mars, les tarifs sont en vigueur et nous sommes très sévères, a dit le douanier concernant les achats effectués hors du pays. Alors, en plus de la facture d'épicerie, en plus du taux de change, ça veut dire 25 % qui vous est imposé. Rajoutez à cela la TPS et la TVQ. La conclusion, c'est qu'au-delà du patriotisme, c'est pas très avantageux d'aller faire ses courses aux États-Unis. Et ce matin, je voyais dans Libération un article. J'aime beaucoup ça, voir le point de vue des Français sur ce qu'on fait. Parfois, il y a une distorsion, mais c'est quand même intéressant. Dans Libération, alors, il y a une femme de Toronto qui dit « Je n'ai pas acheté un seul produit américain depuis le 1er février. » Tout ça montre le regain patriotique des Canadiens. Elle dit « Quand je me présente quelque part pour faire un achat, c'est tout sauf les États-Unis. » Puis c'est vrai qu'il y a des produits qui sont quand même plus durs à remplacer. On remarque que le Ballet national du Canada, juste avant le spectacle, a prévu un moment où on interprète l'hymne canadien. Puis là, les gens sont enthousiastes. On a vu au hockey l'hymne canadien qui soulève encore, je dirais, les gens, la passion. Puis en même temps, on est en train de huer l'hymne américain. Et même les Français ont fait état des bagarres avant le match de hockey et qu'actuellement, on joue les coudes en l'air pour frapper l'adversaire. Ce climat de confrontation. Et puis le Globe and Mail qui parle aujourd'hui de destination vacances. Les gens planifient, puis les gens changent de stratégie. Alors, on devait aller à Myrtle Beach, on devait aller faire un tour peut-être du côté de la côte est américaine, des expéditions en voiture, en moto. Bref, c'est vraiment, vraiment un changement important des vacanciers qui vont privilégier les maritimes, des vacances ici au Québec, peut-être l'Europe, peut-être également d'autres provinces canadiennes, et ça va faire mal à l'industrie touristique américaine. Parlons de cette première rencontre entre François Legault et Mike Carney. J'ai vu le maire de Québec s'exciter, là, Bruno Marchand, qui dit « C'est effrayant que la rencontre se passe à Montréal, que ça devrait se passer à Québec, la capitale nationale. » D'abord, il était à Montréal pour le défilé de la Saint-Patrick. Deuxièmement, il prend l'avion. Tu sais, je veux dire, je comprends que le maire est dans le trouble avec ses sondages à Québec, Marchand, là, mais c'est une sortie un peu puérile, comme malheureusement on en voit un peu souvent chez nos politiciens. Autrement dit, Mike Carney rencontre François Legault. On parle de quoi? Des tarifs,
de Donald Trump, à qui il n'a pas encore parlé. Là, on s'est engagé à mettre sur pied des discussions pour un futur accord commercial avec les États-Unis, en sachant que ce ne sera pas facile, protéger le système agricole de la gestion de l'offre. On veut que ça soit maintenu comme ce l'est actuellement. Québec qui veut protéger les industries culturelles et, très important, la gestion de l'eau. C'est un agenda qui est en confrontation avec celui de Donald Trump. Et il y a la question de l'immigration. C'est assez clair que M. Legault veut réduire depuis longtemps le nombre d'immigrants. Selon des chiffres qui datent d'à peu près un an, il y avait 600 000 immigrants temporaires au Québec. Le premier ministre veut couper ça de moitié. Et là, il y a des récriminations qui viennent du monde de l'éducation, du monde des affaires, des entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre. Bref, c'est un débat là qui est important. Mais vous regarderez ce que Mike Carney a fait depuis qu'il est le premier ministre, depuis qu'il est le chef. D'abord, il a tassé les éléments plus à gauche du gouvernement Trudeau. Changement d'image. Alors, Mme Gould, qui était contre lui, out. Mark Miller, qui était le woke en chef responsable de l'immigration, out. Stephen Guilbeault, qui était à la rencontre hier, c'était le symbole de l'environnement, de la lutte un peu trop radicale aux yeux de M. Carney, qui se dit pragmatique, demeure leader du Québec, s'occupe du patrimoine, mais il ne va pas aller se promener à travers le Canada. C'est un changement. Il est en rupture avec le gouvernement Trudeau. Et ça, je pense que c'est quand même assez clair. Et on le voit avec la composition de son gouvernement. D'ailleurs, soyons honnêtes, il est premier ministre, nous sommes lundi, puis probablement qu'on va être en élection d'ici les prochains jours. La bonne nouvelle, c'est que là, on a vraiment une campagne électorale qui s'organise. Les derniers sondages, ça varie un peu, mais la conclusion qu'on peut tirer, c'est que les libéraux et les conservateurs sont pratiquement nez à nez. Selon un sondage, les libéraux ont un peu d'avance, les conservateurs 3-4 points, et ça va se jouer vraiment durant la campagne électorale. C'est l'effet Trump qui a complètement changé la donne. J'ajoute également deux petites nouvelles, pardon, les protestations contre Tesla au Canada, aux États-Unis, les ventes de Tesla qui ont baissé. Et là, Elon Musk, son implication en politique, son attitude, ses bras nazis et ses remarques, son ingérence dans la politique étrangère des autres pays, ça commence à nuire à ces entreprises. Et puis à la frontière, la GRC, qui dit avoir augmenté le nombre de drones et les patrouilles 24 heures sur 24. Et on met les citoyens qui habitent près de la frontière, on les invite à collaborer et à dire, voyez-vous des gens qui passent, entendez-vous des bruits, veuillez nous signaler tout ce qui vous semble anormal. L'autre volet qui est très inquiétant, c'est de voir l'attitude de Trump qui se confirme. D'abord, une dictature, les éléments à battre, en fait, c'est de prendre le contrôle de la police, c'est de faire taire les médias et de neutraliser les tribunaux. Il a fait un discours vendredi, Trump, et il faut revenir là-dessus parce que c'est important. Il a dit essentiellement, puis c'est son braillage habituel, là, j'ai été victime d'injustice, j'ai été maltraité, on m'a accusé pour rien, on s'est servi de la police puis des procureurs comme d'une arme politique pour me neutraliser, m'empêcher de revenir. Le broyorama habituel de Trump, qui a été reconnu coupable dans certains cas. Alors il dit, il faut absolument se débarrasser de ce système qui a été utilisé à des fins politiques et qui a créé de l'injustice. Et il ajoute, Trump, que c'est ce qu'il est en train de faire parce que ce régime communiste, en parlant des démocrates, digne d'une république du tiers-monde, c'est heureusement chose du passé parce que la vérité l'emporte et que nous sommes au pouvoir. Ce qu'il fait depuis le début, par l'ensemble de ses nominations, c'est de reprendre le contrôle. Et c'est pas d'en faire des institutions neutres, mais c'est d'en faire des institutions à son service. Il tasse les médias qui font pas son affaire, donne de la place à ceux qui sont sa courroie de transmission. Et là, il y a des juges qui osent se lever. Et les juges sont ciblés par les pro-Trump, des menaces de mort, des photos de maison, des adresses sur les réseaux sociaux.
Et là, vous avez ce juge qui a dit, tu ne peux pas invoquer une loi qui date de Mathusalem, là, en fait, 1798, pour expulser des gens. Puis là, on va se comprendre. Sur le fond, là, vous avez des gangs qui viennent du Venezuela, qui se faufilent aux États-Unis, qui commettent des crimes extrêmement violents. Et les démocrates se sont traînés les pieds, ont décidé de pas vraiment agir, ou tellement peu, qu'il y a un climat d'insécurité qui s'est installé. Alors Trump débarque, puis il dit, mettez-moi ça dans un avion. Il fait un deal avec le Salvador. Contre quelques millions, on s'engage à les garder pendant au moins 1 an en prison. Et là, il y a un juge qui dit, vous ne pouvez pas faire ça. Ce sont des pouvoirs qui ont été utilisés durant la Deuxième Guerre mondiale, entre autres, mais je conteste et je mets ça sur la glace. Et Trump dit, je m'en fous, parce que je le fais pareil. Et qu'est-ce qu'un tribunal peut faire contre le président des États-Unis? Cette question-là, je pense qu'il faut la poser. Et quand je parle d'un côté fasciste, là, ben c'est ça. C'est de contrôler le message en faisant taire des médias, en menaçant de poursuivre, d'accuser donc et de faire arrêter quiconque se lève contre sa magnificence. Parce que c'est ça le discours ambiant actuellement du côté américain. Vous dire aussi que pour ce qui est de l'Ukraine, la Russie, dans les dernières heures, exige des garanties béton dans le cadre d'un éventuel accord de paix avec l'Ukraine. Et parmi ces garanties, on veut le statut neutre de l'Ukraine, donc pas question de faire partie de l'OTAN. Il y a la question des territoires et aussi, on ne veut pas voir de soldats européens de casque bleu pour assurer une espèce de contingent de paix. Alors, pour les Russes, peu importe sous quel nom, on aura des soldats de l'Union européenne ou de l'OTAN, ce sera considéré à ce moment-là comme un affrontement direct et ça peut entraîner pour ces contingents une réponse militaire venant de la Russie. Alors, vous voyez qu'on est quand même loin de se retrouver avec un accord de cessez-le-feu. Chez nous, système de santé, un sondage mené pour le Collège des médecins, pas de surprise, plus de 50% des Québécois qui disent s'être privés d'une consultation avec un médecin parce qu'ils n'en trouvaient pas, parce que c'était compliqué, parce qu'il y avait de l'attente à l'urgence. Bon, on le sait, c'est comme ça, c'est compliqué. En fin de semaine, la presse nous disait que le nombre de bureaucrates avec l'arrivée de Santé Québec augmente. Quand vous prenez l'organigramme du mammouth, c'est 12% de plus. Fait beaucoup de gens qui sont là pour faire des tableaux, pour faire des PowerPoint, puis faire des réunions. Et ça fait une structure écrasante. Le mammouth s'alourdit. Avec comme conséquence des chicanes entre les fonds-fonds. C'est toujours pareil, plus c'est lourd, plus il y a de la chicane à l'intérieur. Qui a le pouvoir véritablement? Et c'est le bilan qu'on tire jusqu'à maintenant de Santé Québec. Mais moi, je vais aller plus loin, puis je le mentionnais dans la chronique de samedi dans la presse. L'attente pour une chirurgie. Tu sais, quand t'attends pour te faire soigner, puis qu'on t'explique, rendu à 1 heure, que malgré ce que les médecins prétendent, là, qu'il y a de l'argent, puis que les employés sont prêts à faire du temps supplémentaire, il y a quelqu'un qui fait que t'es pas opéré, puis que tu retournes chez vous. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des rendez-vous. La vitesse des rendez-vous est directement reliée au code postal. Puis je donnais l'exemple de cette gynécologue à Victoriaville qui a de la place pour voir des patientes. Mais des patientes des régions à côté ne le savent pas. Les systèmes ne se parlent pas en 2025 au Québec. Ce sont des médecins par des groupes privés de Facebook qui arrivent à s'organiser et dire, ben, tu peux m'envoyer tes patients. Ils contournent le système parce qu'on a un système archaïque qui, évidemment, va changer avec la grande révolution numérique qui s'en vient. Je vous parle d'Airbnb. Il y a eu dans la presse démonstration claire qu'il y a des fausses annonces qui circulent, qu'il y a des gens qui font des entorses régulièrement pour pouvoir louer leur appartement, alors que la Ville de Montréal a décidé, c'est débattu aujourd'hui au conseil municipal, là, ça va être adopté, de limiter la location type Airbnb du 10 juin au 10 septembre. Le reste de l'année, tu n'as pas le droit. Là, je ne prends pas la défense d'Airbnb, là. Je trouve que c'est un mauvais citoyen corporatif. Je les trouve tellement baveux, arrogants. Mais bon. Mais est-ce que Montréal, ville touristique, va vraiment se contenter d'une période du 10 juin au 10 septembre? Puis est-ce que ça va vraiment régler la crise du logement? Vous me permettrez
d'avoir un doute là-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réglementer. Et actuellement, on le voit là, puis encore dans les immeubles d'Émile Benamor, propriétaire de l'immeuble où il y a eu l'incendie qui a coûté la vie à plusieurs personnes, il y a encore des gens comme ça qui contournent le système. Mais si on n'en veut pas pantoute d'Airbnb, ben qu'on le dise, mais de prétendre limiter ça au 10 juin, au 10 septembre, faites quoi pour les touristes qui viennent en octobre, qui viennent à Montréal, puis qu'on veut là, créer. Puis vous pensez que tout ce monde-là va se ramasser à l'hôtel? Peut-être, mais c'est le genre de formule-là qui est, à mon point de vue, pas tellement viable. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, met sa voix avec les nombreuses voix qui se font entendre concernant la sécurité dans le métro en disant qu'on est près d'un point de rupture. On en parle depuis la semaine dernière et on le sait, la situation quand même est sérieuse. Enfouissement de déchets. Alors, c'est la controverse autour de l'usine Stablex à Blainville. Les citoyens n'en veulent pas de l'agrandissement, puis le gouvernement rentre ça dans la gorge avec une loi en disant on n'a pas le choix parce qu'il faut bien stocker nos cochonneries quelque part et il y a des horaires de construction à respecter pour ce qui est de Stablex. Stablex est installé au Québec depuis des décennies, puis je rappelle l'enjeu, c'est de gérer les déchets, bien sûr du Québec, mais qui viennent aussi de l'Ontario et des États-Unis. Donc, on a besoin de créer une cellule d'enfouissement. Les citoyens puis la ville disent ça n'a pas de bon sens. Ce sont des terrains qui sont riches, on ne peut pas les utiliser de cette façon-là. Et surtout, on ne comprend pas l'attitude du gouvernement du Québec. Donc, ça va se traduire par une poursuite devant les tribunaux menée par la ville de Blainville et la commission métropolitaine de Montréal. Et je rappelle aujourd'hui qu'il y a élection dans Terrebonne pour remplacer Pierre Fitzgibbon. Alors, c'est un test pour tous les partis, pour la CAQ, bien sûr, et aussi pour le Parti québécois. Je termine en vous proposant une entrevue avec Mortaza Beboudi, qui est un reporter, un journaliste franco-afghan qui publie un livre qui s'appelle « Femmes, vie et liberté ». Et il a vécu les événements qui ont suivi le décès de Mahsa Amini, septembre 2022, en Iran, 3 jours après son arrestation parce qu'elle avait refusé de porter le voile. Il y avait une révolte du mouvement, je dirais, de la jeunesse iranienne en général. Ils ont créé des espaces clandestins pour défier le régime. Dans cette entrevue que vous allez retrouver dans l'espace Paul Arcan, il revient sur ce qu'il a vécu en 2023, alors qu'il a été arrêté par les talibans et torturé. Je me suis rendu en Iran, je savais de quoi je vais risquer. Le pire, c'était la peine de mort. On m'a accusé d'espionnage, on m'a torturé tous les jours, coups de fouet, choc électrique, arrachage des dents. On peut vous compter 30 de formes de torture dans ces prisons de talibans. Ces femmes sont enfermées chez elles. Les talibans sont en train de aussi même fermer les fenêtres, qu'elles ne puissent pas regarder l'extérieur. Ça veut dire que c'est une prison, en fait. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus aller à l'école. Depuis 1220 jours, les filles ne peuvent plus aller à l'université. Et à côté, en fait, elles ne peuvent plus sortir de chez elles, aller dans les parcs, se balader, voyager. Les taxis ne prennent plus de femmes seules. Les transports en commun, les bus, les avions, pour voyager, il faut avoir un mari ou un membre masculin de la famille. Son livre « Femmes, vie, liberté » sera disponible au Québec à la fin du mois de mars et l'entrevue avec Mortaza Beboudi est maintenant disponible dans notre espace Balado. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain pour une autre revue de presse. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Paul Arcan dans votre moteur de recherche.